pense que nous avons un travail intellectuel à faire, ce qui ne signifie pas une prise de parti. Dans mon propos, un travail intellectuel ne signifie pas, comme au sens sartrien, une prise de parti, parce que je pense que ce serait, au contraire, faire preuve d'ignorance que de choisir un camp contre l'autre et peut-être alimenter inutilement un grand bavardage, parce que c'est le cas aujourd'hui, un très grand bavardage qui me semble extrêmement dangereux. Parler d'une guerre, évidemment, ça nous pose déjà un certain nombre de problèmes. D'abord, nous manquons d'informations immédiates. Nous avons des informations parcellaires qui nous viennent d'Ukraine, qui nous viennent des services militaires, des services secrets occidentaux, qui sont ensuite distillés dans la presse. Nous avons quelques éléments qui nous viennent de Russie, mais là encore, tout cela est parcellaire dans la mesure où il existe, de part et d'autre, un énorme travail de propagande et de censure. Nous avons énormément d'images, car cette guerre, ce n'est pas simplement une guerre avec des armes classiques, c'est aussi une guerre de l'information, c'est une guerre de l'image, c'est une guerre de l'émotion. Et il est certain qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 mars, ça fait 17 jours que les opérations militaires ont commencé en Ukraine. Il est certain qu'aujourd'hui, la guerre de l'information, pour l'instant, je dirais la victoire de la bataille est plutôt en faveur de l'Ukraine et la guerre, je dirais, classique tourne plutôt en faveur de la Russie. Mais là aussi, je devrais, pour l'un et l'autre, nuancer mes propos. Parler de cette guerre, c'est aussi essayer de réfléchir un peu sur la guerre comme objet politique, objet historique. Et je voudrais simplement partir de propos que j'ai entendus à la télévision. Alors, quand je parle de télévision, je parle essentiellement de télévision radio française, américaine, britannique. Quand je parlerai de la télévision russe, je vous le dirai. Les propos que j'entends, c'est, par exemple, c'est terrible parce que la guerre avait disparu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on essaie de nous expliquer que cette guerre serait aussi catastrophique que la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu le propos qui est sous-entendu quand je dis cette guerre est nouvelle en Europe. Il n'y a pas eu de guerre depuis 1945. C'est doublement faux puisque nous avons connu une guerre en Europe particulièrement terrible et qui a un lien avec cette guerre, qui est la guerre de Yougoslavie entre 1980, disons 90, 91 et 2000 pour faire vite. Cette guerre de Yougoslavie, j'en parlerai tout à l'heure, elle a un rôle important dans les origines de ce conflit. Deuxièmement, peut-être que l'Europe n'a pas connu de guerre aussi violente que la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a été en guerre. Les Occidentaux, et là j'inclus les États-Unis d'Amérique, le Canada, ont été en guerre, je dirais de façon quasi continue depuis 1945. Nous avons des guerres périphériques. Il y a les guerres célèbres, par exemple les guerres de Corée, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, les guerres d'Irak, etc., etc. Je pourrais les multiplier, la guerre d'Afghanistan, je pourrais multiplier les exemples. En réalité, la guerre n'a jamais quitté notre paysage. Et ça, je crois qu'il faut aussi l'admettre, parce que sinon, nous n'allons pas vraiment comprendre ce qui se passe encore aujourd'hui. Nous avons, nous, l'impression que la guerre a disparu, c'est faux, elle a toujours été. Pour d'autres pays, ce n'est pas le cas. Nous sommes sans doute aussi influencés par les choix des médias qui considèrent que cette guerre est une guerre exceptionnelle. Je vais vous citer un événement qui s'est passé avant-hier, dont les médias ne parlent pas. C'est le bombardement au Yémen par l'aviation de l'Arabie saoudite, soutenue par les Occidentaux, qui a fait des centaines de victimes. Cette guerre au Yémen existe depuis 10 ans maintenant. Elle a fait plus de 400 000 morts. Et les Occidentaux sont également partie prenante de cette guerre. Donc, vous voyez, il y a des guerres terribles qui sont en train de se produire, on n'en parle pas. Il y a une guerre terrible, et celle-ci, on en parle. Alors, pourquoi on en parle? Évidemment, c'est parce que d'abord et avant tout, parce qu'elle concerne une des principales puissances mondiales. D'autant plus que cette puissance est, de ce que l'on sait, l'agresseur.
C'est-à-dire que c'est la Russie qui a choisi, la Fédération de Russie, qui a choisi d'entrer militairement en Ukraine. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui ne peut que nous interpeller dans la mesure où la Russie est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui est très important. Donc, ça fait partie du gouvernement mondial quand même. Et deuxièmement, la Russie est une puissance nucléaire de première importance. À cela, j'ajouterai évidemment la dimension économique, les ressources, le gaz, le pétrole, mais pas seulement, qui font de la Russie un des premiers fournisseurs mondiaux en matière d'énergie et en matière de métaux rares en particulier. Donc, tous ces éléments, évidemment, font qu'il y a une dissymétrie entre le conflit aujourd'hui en Ukraine et le conflit au Yémen. Comment comprendre ce qui se passe actuellement en Ukraine depuis 17 jours? Vous avez certainement entendu beaucoup d'explications. La première explication, c'est une explication historique ou pseudo-historique, qui consiste à dire l'Ukraine est à l'origine de la Russie au XIVe siècle. C'est là, effectivement, Kiev était à l'origine des premières principautés russes. C'est également à l'origine de l'Église orthodoxe russe. Et il y a un lien que l'on ne peut pas nier entre la Russie kiévienne, que l'on appelle la Petite Russie d'ailleurs, et la Russie moscovite, celle du Nord, qui a connu un développement spectaculaire à partir du XVIe siècle. Mais expliquer aujourd'hui la guerre de 2022 par ce qui s'est passé au XIVe siècle me semble quand même un petit peu exagéré. D'autant plus que généralement, on évoque après l'idée que Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, poursuivrait une sorte de rêve qui serait de reconstituer un empire. Alors, reconstituer l'empire, d'abord, l'empire russe a disparu en 1917. M. Poutine, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est pas fait couronner empereur. De même que la question de l'empire russe, les limites de l'empire russe, dépassent très largement celles de la Fédération de Russie et surtout de la Fédération de Russie et de l'Ukraine. On peut se poser la question, quel serait l'intérêt de la Russie pour engager un conflit particulièrement intense pour juste une sorte d'amusement de géographe? Cela n'a pas vraiment de sens. Donc je ne retiendrai pas, contrairement à ce qui est dit partout, l'hypothèse que Vladimir Poutine veut reconstituer l'Empire russe. Cela est une facilité intellectuelle et donc je ne retiens pas cette hypothèse. Il y a une troisième hypothèse qui consisterait à dire Vladimir Poutine est un ancien membre du KGB, police politique communiste, et qu'à ce titre, il a une sorte de formation, il serait prédéterminé pour le restant de ses jours à reconstituer les limites de l'Union soviétique. Là aussi, je considère cette explication fausse pour deux raisons. La première, c'est qu'elle fait la part belle à une sorte de psychologie personnelle, chose qui m'est toujours très pénible de retenir en histoire. On ne croit pas à l'histoire faite par des dictateurs fous. Même les travaux sur Hitler ou sur Mussolini ont montré que beaucoup de décisions qui peuvent nous apparaître tout à fait incohérentes et d'une violence inouïe ont souvent été dictées à la fois par des circonstances et sur des raisonnements qui certes peuvent paraître invraisemblables, mais qui ont toujours été tout à fait élaborés par un entourage. Donc l'hypothèse du dictateur fou, non, ça je ne retiendrai pas. Deuxièmement, évoquer l'héritage soviétique, ça ne marche pas non plus. Pourquoi? D'abord parce que l'Union soviétique a disparu il y a plus de 30 ans et que l'Union soviétique n'était pas un pays, c'était un système politique. Un système politique qui avait une ambition, c'est la suppression de la propriété privée, la collectivisation, la mise en place d'une société égalitaire, par la violence certes, mais une société égalitaire. Et deuxièmement, l'objectif était d'assurer la promotion de la révolution et de faire une révolution mondiale. Donc, il y avait bien un projet qui n'était pas russe, mais qui était un projet tout à fait politique et révolutionnaire. Et quand on dit finalement que M. Poutine serait l'héritier de l'Union soviétique, c'est
faire la part belle, c'est assurer d'une certaine façon l'hypothèse fausse également que la Russie serait la seule héritière du système communiste. Ce qui est faux. D'abord parce que le système communiste est un système mondial, il était extrêmement partagé, et que ce soit en France, en Pologne, en Angleterre, en Bulgarie, en Chine, au Vietnam, en Inde, aux États-Unis même, il y avait des partis communistes et même des intellectuels, j'en utilisais le mot tout à l'heure, qui soutenaient ce projet de révolution mondiale. Donc non, actuellement, il n'y a pas de projet de révolution mondiale, il n'y a pas un déterminisme politique au nom d'une doctrine et d'une idéologie qui se revendiquerait du marxisme-léninisme. Donc il y a autre chose. Pour essayer d'expliquer, je vais quand même reprendre le fil de la chronologie. Il me semble qu'il faille partir de 1991. C'est la disparition justement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui sont remplacées par une association d'États qu'on appelle la Communauté des États indépendants. Il y avait 15 républiques à l'origine dans l'Union soviétique. Il y aura 11 États qui vont s'associer ainsi pour essayer de maintenir à la fois une coopération et surtout des liens économiques, des liens sociaux, des liens culturels qui permettaient, dans des circonstances exceptionnelles, à ces États de survivre. Mais il va arriver un grand malheur à la CEI, deux grands malheurs. Le premier grand malheur, c'est d'abord la crise économique. Ces pays vont connaître, tous, sans exception, une crise économique, sociale, je vais même dire une crise morale sans précédent, inconnue. La monnaie ne valait plus rien. Ces pays ont vu leur espérance de vie vraiment baisser de façon considérable. Mikhaïl Gorbatchev, qui était le premier dernier président de l'Union soviétique, avait émis une hypothèse, l'idée de créer en Europe ce qu'il appelait une maison commune. C'était de considérer que l'Europe pouvait vivre sans guerre froide, sans mur, sans rideau de fer, mais néanmoins avec des systèmes, et j'insiste là-dessus, des systèmes politiques, voire des systèmes économiques différents. Mettre fin à la guerre froide sans pour autant qu'il y ait une sorte de fusion de tous les pays du continent européen. Alors, malheureusement, cette idée a disparu. Cette idée a disparu pour peut-être là aussi deux raisons. D'abord parce que le chaos dans ces pays, Ukraine, Biélorussie, Russie, était tel que économiquement, cela ne pouvait sans doute être réalisé. Il semblait impossible d'attacher économiquement ces pays à l'Occident. Cela aurait très certainement déstabilisé économiquement l'Ouest. Mais le deuxième élément, c'est qu'à l'Ouest, on ne le souhaitait pas non plus politiquement. À l'Ouest, il y a eu, alors du côté français, je dirais qu'il y avait cette idée quand même qu'on était un peu sensible à une idée pan-européenne de l'Atlantique à l'Oural, comme le disait le général de Gaulle, mais évidemment, beaucoup d'autres pays y étaient hostiles. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, donc, y était hostile. Et quant à l'Allemagne réunie, elle a été très égoïste. Il y a eu un égoïsme allemand considérable. On voulait bien de l'unité allemande, donc on était tout à fait d'accord pour le départ des chars soviétiques, mais de là à passer ensuite à une sorte de grande Europe qui aurait inclus Moscou et Kiev, les Allemands n'ont évidemment pas donné suite. Donc, entre l'égoïsme des uns, le refus presque viscéral des autres, eh bien évidemment, l'Europe est restée désunie. Elle s'est unie au centre, elle s'est unie à l'ouest, elle ne s'est pas unie à l'est. Et ça, c'est le scénario, il faut bien le comprendre, de 1991-92. Quelle est l'évolution ensuite de cet espace? Eh bien, cet espace a évolué de façon très chaotique. Évolué de façon très chaotique, d'abord parce que la fin de l'Union soviétique a provoqué des
déstabilisation un peu partout. L'Union soviétique était un pays, comme l'Empire russe d'ailleurs, un pays multi-ethnique, multiculturel, multiconfessionnel. La séparation de l'Union soviétique et la création de la communauté des États indépendants, finalement, c'était bien passé. Le scénario yougoslave que l'on connaît au même moment ne se produit pas dans la communauté des États indépendants. À la marge, vont naître quand même un certain nombre de conflits à partir de 1992-1993. Et la Russie, qui est le plus grand des États, va connaître déjà une première guerre sur son territoire avec une tendance séparatiste. Et cette guerre va être particulièrement violente, particulièrement meurtrière. C'est la guerre en Tchétchénie. Il y aura même 2 guerres en Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est au nord du Caucase, un petit territoire peuplé de musulmans tchétchènes. C'est un peuple particulièrement connu dans l'histoire pour avoir souvent affronté les Russes. Et les Tchétchènes cherchent leur indépendance comme d'autres pays du Caucase. Et comme ils font partie de la Fédération de Russie, avec un risque de dislocation, le pouvoir russe va réagir d'une façon extrêmement violente. 2 guerres au bout desquelles, finalement, la Russie va imposer, là c'est un scénario intéressant, va imposer un homme dont la mission sera de rétablir l'ordre avec finalement tout pouvoir et qui va véritablement se comporter en dictateur. C'est M. Kadyrov, vous l'avez ici, sa petite barbe, et M. Kadyrov, qui aujourd'hui d'ailleurs est un des acteurs de la guerre en Ukraine. M. Kadyrov est président de la Tchétchénie, qui est dans une république sujette de la Fédération de Russie, et qui a été installé par le Kremlin, qui a été installé par M. Poutine, que vous voyez également sur la photo. Cette volonté de stabiliser, de conserver finalement l'intégrité territoriale et les alliances ou les accords issus de 1991 va devenir une sorte de constante pour la politique russe. Il faut conserver, tant que faire se peut, les équilibres régionaux et éviter, tant que possible, une dislocation d'un ensemble considérable. D'où des alliances de plus en plus fortes avec certains pays, certains régimes politiques particulièrement durs, comme la Biélorussie. Et vous avez au bas de la petite photo M. Poutine en train de discuter avec M. Loukachenko, président de la Biélorussie, qui là aussi se comporte comme un véritable dictateur chez lui. Et l'alliance de la Biélorussie et de la Russie, qui a connu parfois quelques à-coups, reste néanmoins un des éléments forts pour la Russie de sa stabilisation occidentale. Ça ne fonctionne pas toujours, et on voit bien que, notamment dans le Caucase, la guerre a repris avec notamment un conflit en Géorgie, où certains peuples ont demandé leur autonomie, leur indépendance. La Géorgie était une des petites républiques qui a proclamé son indépendance en 1991, mais la Géorgie est un pays multiculturel, multiethnique, et certains territoires de Géorgie ont réclamé également leur indépendance. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Nous ne sommes pas sur le territoire de la Fédération de Russie, mais ces petites républiques ont demandé le soutien de la Russie contre le pouvoir central géorgien. Et il a fallu 2 guerres, notamment la dernière en 2008, pour que l'Ossétie du Sud, c'est la petite république au centre de la carte de la Géorgie, et l'Abkhazie, celle qui se trouve le long de la mer Noire, obtiennent leur indépendance avec le soutien des armées russes. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? L'Ossétie s'est révoltée contre le pouvoir central, a demandé l'aide de la Russie. La Russie a d'abord demandé à la Géorgie de reconnaître l'autonomie de l'Ossétie. Le gouvernement géorgien a refusé. Et les armées russes sont entrées en Ossétie, menaçant même la capitale géorgienne. Et en 8 jours, la Géorgie a accepté un traité avec les Russes et a reconnu l'autonomie, l'indépendance, appelons ça l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Je vous demande de retenir ce scénario parce qu'évidemment, il a une certaine importance pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Voyons maintenant l'Ukraine. Le territoire de l'Ukraine aujourd'hui, c'est un territoire assez considérable, c'est plus grand que la France. C'est un territoire qui a connu ses limites en 1945,
après l'annexion par les soviétiques de la partie ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire qui était autrefois faisait partie de la République de Pologne. Il y a une différence entre l'Est et l'Ouest. L'Est est russophone, a toujours été rattaché à l'Empire russe, alors que l'Ouest est ukrainophone, possède sa propre église. Il y a une différence religieuse entre l'Est et l'Ouest. L'Est est orthodoxe, rattaché au patriarcat de Moscou, alors que l'Ouest est de tradition orientale, mais sous l'obédience catholique de Rome. Je rappelle que la partie occidentale de l'Ukraine a fait partie de la Pologne, elle a fait aussi partie de l'Empire d'Autriche, ce qui donne un paysage, d'ailleurs, quand on traverse l'Ukraine, un paysage très différent entre l'Est et l'Ouest. En 1945, les soviétiques décident d'agrandir l'Ukraine par l'annexion des territoires occidentaux ukrainophones à la République socialiste soviétique d'Ukraine. On en profite même pour créer un siège particulier pour l'Ukraine en 1945 à l'ONU. 1991. 1991, je vous l'ai dit, les anciennes républiques soviétiques, sur leurs frontières, accèdent à l'indépendance. Mais l'Ukraine, à la différence de la Russie, dispose de ressources plus modestes et surtout est en proie à une crise économique particulièrement redoutable dans la mesure où, notamment à l'Est, il y avait beaucoup d'industries et notamment d'industries minières qui, après les années 90, vont connaître des fermetures considérables et un taux de chômage gigantesque. Cela va introduire une instabilité politique. Ce pays va connaître plusieurs gouvernements, des élections qui se dérouleront toujours dans une atmosphère compliquée. Il y aura des manifestations répétées, le pouvoir sera toujours remis en question, la légitimité des élus régulièrement mise en cause. Et d'ailleurs, quand l'Ukraine va à un moment donné déposer un dossier de candidature à l'Union européenne, évidemment, ce dossier va connaître une analyse plutôt négative. Le degré de corruption est particulièrement élevé. Il l'est dans beaucoup de pays de ces régions, mais là, en Ukraine, on atteint véritablement des sommets. Et donc, crise économique, système corrompu, forte instabilité politique. Les premières années de l'indépendance de l'Ukraine, évidemment, ne sont pas forcément des plus réjouissantes. La conséquence, c'est que beaucoup d'Ukrainiens quittent le pays. Beaucoup d'Ukrainiens quittent le pays, c'est sans doute une des anciennes républiques soviétiques qui connaît le plus de départs. Départs vers l'ouest, il y a une émigration ukrainienne très importante vers l'Union européenne, via notamment la Pologne, via également, et notamment à destination de l'Allemagne, mais aussi vers la Grande-Bretagne, vers la France. Mais aussi, vous avez une émigration vers l'Est et le Nord, vers la Russie. Pourquoi? D'abord, parce que les frontières entre la Russie et l'Ukraine ne sont pas aussi fermées qu'avec l'Union européenne. Donc, il y a une facilité de migration. La langue, évidemment, facilite énormément des choses. Mais surtout, à partir des années 2000, la Russie est en train de renouer avec la croissance économique. À partir des années 2000, aux alentours à la fin de la décennie 2000, au début des années 2010, le niveau de vie en Russie, et pas seulement à Moscou, est de loin supérieur au niveau de vie en Ukraine. Et on comprend dès lors qu'une partie de la population cherche un minimum de prospérité et de stabilité économique pour tout simplement survivre. C'est un élément essentiel parce que c'est ce qui va expliquer, entre autres, qu'à l'est de l'Ukraine, eh bien, on soit plutôt, disons, russophile, à la différence de l'ouest. Il y a bien sûr un élément historique, mais il y a aussi un élément fortement économique. Et voici les cartes des élections 2010 et 2014. Et avec ces élections, on voit bien d'ailleurs la différence entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, on a le souvenir d'une Ukraine rattachée à l'Autriche, rattachée à la Pologne, d'une Ukraine ouest-européenne, en quelque sorte. Alors que l'Est qui a connu essentiellement son développement et son histoire dans l'Empire russe, au contraire, cherche davantage à promouvoir des élites qui seront favorables à un rapprochement avec la Russie.
C'est le résultat, entre autres, des élections de 2010. On voit très bien la partie Est et Sud très favorable à un rapprochement avec la Russie, alors que la partie Ouest et Centre sera davantage favorable à un rapprochement avec l'Europe occidentale. 2014, nouvelles élections. Alors, vous voyez, en 4 ans, le régime n'a pas réussi à se stabiliser. L'Ukraine s'enfonce dans une crise économique et politique considérable et on aboutit à des manifestations, à des contre-manifestations et quasiment à un climat de guerre civile en Ukraine. 2014, je dirais, c'est l'autre date. 91, 2014. 91, fin de l'Union soviétique, un chaos économique, un chaos politique, mais finalement, on arrive à peu près à stabiliser les choses. 2014, là par contre, là, on va changer véritablement de chapitre. Il y a des élections en Ukraine, mais des élections qui se passent mal. Regardez la carte et vous remarquerez qu'à l'Est, on a un taux d'abstention considérable, en particulier dans les 2 grandes régions de l'Est qu'on appelle le Donbass aujourd'hui, parce qu'on considère que ces élections ne sont pas légitimes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une élection contestée d'un président plutôt favorable à la Russie. Et la partie ouest de l'Ukraine, on a connu des manifestations particulièrement importantes, et notamment à Kiev, la capitale, où sur une place qu'on appelle la place Maïdan, vous avez eu de façon continue des manifestations contre le président élu et, pour faire simple, pro-russe. Ces manifestations vont prendre une coloration tout à fait particulière dans la mesure où ces manifestants vont réclamer non seulement le départ du président élu, mais également le rattachement de l'Ukraine à l'Union européenne et même à l'organisation du traité d'Atlantique Nord, l'OTAN. Donc, on se retrouve avec un pays, non seulement, je dirais, historiquement divisé en 2, linguistiquement divisé en 2, mais également désormais avec un pays dont une grande partie, la partie occidentale entre autres, cherche à se dégager de sa situation géopolitique héritée de 1991 et demande un rattachement de l'Ukraine à l'Occident. Il faut être clair, l'Occident, je le rappelle, comme en 1991, n'a absolument pas l'intention de rattacher ce territoire à l'Union européenne, et l'OTAN, j'en parlerai tout à l'heure, ce serait évidemment particulièrement plus que délicat. La situation en Ukraine reste la même depuis 1991, corruption, élections truquées, désastre économique, la démographie continue de baisser de façon considérable avec une véritable fuite des Ukrainiens de ce territoire. Bref, la situation de 2014 est vraiment très mauvaise. Et c'est à ce moment-là, face au coup d'État issu de la révolte dite de Maïdan, que la partie orientale va décider de se séparer du gouvernement de Kiev. Alors, il y a 2 régions. Au sud, la péninsule que vous voyez en gris sur la carte, qu'on appelle la Crimée, et à l'est, les 2 régions en rose, en bistre, en rose, que l'on appelle le Donbass. C'est une région essentiellement industrielle, minière, dans un état économique catastrophique. C'est une région essentiellement peuplée de russophones. C'est une région il suffit de traverser la frontière, aller du côté russe pour gagner 4 ou 5 fois plus que ce que l'on gagne, évidemment, sur place. La Crimée, tout d'abord. Alors, la Crimée, c'est un problème, c'est un contentieux entre l'Ukraine et la Russie. Lors de la séparation de 1991, on a posé le problème de la Crimée qui avait un statut particulier en Union soviétique. Mais surtout, la Crimée, c'est un port de la flotte russe. Sébastopol, il avait été acquis que le port de Sébastopol serait conservé par la marine russe. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme on le souhaite. Et pour des raisons à la fois historiques et stratégiques, la Russie revendiquait une place prépondérante en Crimée. En 2014, les gens de Crimée ont organisé un référendum. Et ce référendum était simple, une question simple. Voulez-vous rester en Ukraine ou voulez-vous être intégré à la Fédération de Russie? Et 90% des gens de Crimée, qui aussi sont des êtres rationnels, économiquement rationnels, ont voté pour le rattachement à la Russie. La Russie fait un coup de force, c'est-à-dire qu'elle accepte
le référendum et annexe de facto la Crimée suite au résultat du référendum. Alors l'annexion, c'est pas simple, ça a coûté très très cher aux Russes, très très cher. La Crimée, c'est un territoire considérable, c'est 3 fois la Bretagne, hein, mais c'est un territoire qui aussi est très pauvre. Vous avez ici les photos donc, des manifestations de Maïdan à l'ouest, donc sur la place à gauche, pardon, sur la place de Kiev, et vous voyez notamment le drapeau européen lors de ces manifestations. Et les 2 photos que vous avez à droite, là, c'est l'envers du décor. Ce sont des manifestations et des résistances à Odessa, qui est l'autre grande ville au sud de la Crimée, des résistances contre les gens de Maïdan, contre les, entre guillemets, pro-européens, et ça s'est très mal passé. On a assisté à des véritables scènes de guerre où, entre autres, des pro-russes, entre guillemets, ont été tués et même ont été brûlés vifs dans cet immeuble que vous voyez, où il y a eu plusieurs centaines de morts. Et vous voyez la petite photographie que vous avez avec les fleurs, c'est une photographie qui a été prise il y a 2 ans en mémoire des martyrs de la cause d'Odessa contre Kiev, c'est-à-dire en gros, pour simplifier, mais je simplifie énormément, c'est, je dirais, Odessa pro-russe, Kiev pro-occidental. Là, vous avez ce qui va se passer à partir de 2014. La Crimée va être attachée à la Russie. Ça va coûter très cher. Vous voyez la construction d'un pont, par exemple, un des plus grands ponts maintenant qui existe, puisque c'est un pont qui fait presque 20 km de long, entre Taman, qui se trouve en Fédération de Russie, et la péninsule de Kertch, qui se trouve en Crimée. Il a fallu connecter tout, l'eau, le gaz, l'électricité, il a fallu construire un aéroport, il a fallu construire une université, il a fallu construire ce pont ferroviaire, parce qu'il n'y avait pas de train, évidemment, l'Ukraine faisant blocage, évidemment, au nord, hein, l'Ukraine ayant bloqué tout passage de la frontière entre la Crimée et son territoire. Donc, pour la Russie, ça a eu un coût considérable. À l'est, le Donbass, vous voyez les deux territoires, je dis petits territoires, en fait, non, ce ne sont pas des petits territoires, ce sont de très grands territoires. Et il s'est passé une chose, c'est qu'autour des villes principales de ces 2 territoires, eh bien, il y a eu un mouvement séparatiste également qui a proclamé l'indépendance de 2 républiques, la République de Donetsk, qui est au sud, et la République de Lugansk, qui est au nord. Et vous avez un de ces indépendantistes contre Kiev, donc, qui inaugure ce nouveau drapeau de cette nouvelle république entre la Russie et l'Ukraine. Quel est l'objectif de ces 2 républiques? C'est évidemment demander, comme l'Ossétie, la protection de la Russie. Protection militaire, bien sûr, mais surtout protection économique. Alors, Crimée et Donbass sont des crises majeures. La Crimée, tout d'abord. L'annexion de la Crimée a été condamnée par la communauté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Occident, c'est-à-dire essentiellement l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, ont établi un système de sanctions contre la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de commerces ne sont plus possibles avec la Russie. Certaines personnes sont même interdites de voyager en Occident. Ça a eu une conséquence, c'est que pour les Russes, ça a été la possibilité de se dégager de ce que l'on appelle la rente pétrolière, c'est-à-dire de faire redémarrer leur industrie et leur agriculture. Il était facile de gagner de l'argent avec le gaz et le pétrole, c'était plus difficile de reconstruire une industrie et de remettre en place une agriculture. Avec les sanctions de 2014, la Russie a retrouvé le chemin de la croissance et du développement. Donc il y avait une sorte d'expérience tout à fait originale et plutôt positive des sanctions occidentales prises à l'occasion de l'annexion de la Crimée. Le Donbass, là, ça s'est passé de façon beaucoup moins pacifique. Là, l'Ukraine a réagi. Autant pour la Crimée, si la Crimée étant annexée à la Fédération de Russie, si Kiev avait réagi, c'était la guerre. Le Donbass, c'est différent puisque ce sont 2 républiques autoproclamées. 2 républiques autoproclamées, et donc l'armée ukrainienne est intervenue dans le Donbass. Et c'était une intervention particulièrement meurtrière, puisqu'il y a eu, du fait de l'offensive de l'armée ukrainienne,
plus de 13 000 morts. 13 000 morts en 2014-2015. Cette guerre d'aujourd'hui, elle a commencé en 2014. Et ça, c'est un élément que l'on oublie vite. On peut convoquer l'histoire, on peut convoquer l'héritage soviétique. En réalité, la guerre proprement dite a commencé il y a déjà 7 ans. 13 000 morts, aujourd'hui, je ne sais plus à combien on est, peut-être à plus de 20 000 morts. C'est une guerre qui n'a jamais cessé. En réalité, l'affaire de Crimée et du Donbass a véritablement préparé le scénario que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est d'abord un scénario international. Il s'est passé quelque chose en Yougoslavie. En 1999, les Occidentaux et l'OTAN ont décidé d'aider un petit territoire, que l'on appelle le Kosovo, à obtenir son indépendance à l'égard de la Serbie. Ce petit territoire, il est minuscule, hein, mais ça a provoqué une guerre, une violence inouïe. Pour forcer la Serbie à accorder l'indépendance du Kosovo, la Serbie, dont la capitale Belgrade, a été bombardée pendant 78 jours. 78 jours de bombardement par les Occidentaux, c'est-à-dire par l'aviation des Européens, essentiellement la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. À la suite de ce bombardement, évidemment, la Serbie ne pouvait pas résister à cela, la Serbie a renoncé au Kosovo. Et donc, on a donné ainsi l'indépendance à un État qui n'existait pas avant. Et les Russes ont vu ça, d'autant plus que la Russie et la Serbie étaient alliés. Les Russes, mais pas seulement, d'autres pays, ont dit aux Occidentaux, mais vous n'avez pas le droit, vous foulez le droit international en créant par la force, par la violence, un nouvel État au détriment d'un État reconnu par la communauté internationale. Et ça, je vous demande de bien retenir cet épisode, parce qu'évidemment, il va servir de modèle à ce qui va se passer ensuite en Crimée et dans le Donbass, où les Russes vont dire, mais dites donc, vous avez déjà commencé comme ça au Kosovo, et nous, vous nous reprochez le fait que nous encouragions la création de républiques qui demandent à être séparées de l'Ukraine. Donc il y a ce premier élément de crise internationale qui commence véritablement en Yougoslavie avec l'affaire du Kosovo. Il y a une deuxième étape, c'est ce que j'appelle la poussée vers l'Est. La deuxième étape, en fait, elle commence déjà en 1992, mais progressivement, vous le voyez avec les dates, progressivement, l'Union européenne s'étend, elle s'étend à des pays neutres, Finlande, Autriche, issus de la guerre froide, Suède, puis ensuite, elle s'étend à des pays ex-communistes, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, les 3 pays baltes, puis s'étend aussi à la Roumanie, à la Bulgarie, bref, pratiquement tout le continent est désormais inclus dans une unité politico-économique qui s'appelle l'Union européenne. Et l'exclu, c'est l'Est. L'Alliance atlantique, l'Alliance militaire, fait la même chose. Or, on aurait pu imaginer que cette alliance militaire disparaisse après la fin de la guerre froide en 1991. C'est ce qui d'ailleurs avait été conclu, non pas par un accord, mais par une discussion dont on a désormais les comptes rendus, une discussion entre George Bush et Mikhail Gorbatchev au moment de l'unité allemande. Le pacte de Varsovie, le traité de Varsovie, qui était l'autre alliance militaire, disparaissait et qu'on acceptait l'unité allemande à condition que, militairement, l'alliance atlantique n'aille pas au-delà de l'Allemagne. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Regardez les dates. Regardez les dates et vous voyez qu'à partir de 1999 et surtout 2004, vous avez, à partir de 2004, une extension vers l'Est de l'organisation du traité d'Atlantique Nord. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez qu'à partir de 2010-2014, vous avez l'Ukraine qui va demander à son tour l'adhésion à l'OTAN, comme elle a déposé un dossier pour devenir membre de l'Union européenne. Alors là, pour la Russie, ça devient une situation intenable. Exclue du processus européen après 1991, elle se retrouve désormais pratiquement enfermée à l'ouest, je dis bien à l'ouest, par une double organisation, une organisation politico-économique, l'Union européenne, et une organisation militaire qui est l'OTAN. Il faut que j'aille encore un peu plus loin sur le plan international.
Troisième élément, donc premier élément, je rappelle, 99, le Kosovo. Deuxième élément, l'extension de l'Union européenne et surtout de l'OTAN à partir des années 2000. Troisième élément, le monde où la Russie jouait un rôle. D'abord, elle a joué un rôle en tant qu'empire, elle a joué un rôle en tant qu'Union soviétique, mais elle continue de jouer un rôle important après 1991. Il y avait des traités avec un certain nombre de pays, et notamment des pays qui étaient souvent, disons, anti-occidentaux. C'est le cas de la Libye, c'était le cas de la Syrie. Les Occidentaux, c'est-à-dire essentiellement la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, vont décider d'intervenir militairement dans ces différents pays, Libye et Syrie, sans demander l'avis de la Russie, qui est membre du Conseil de sécurité. L'intervention n'est donc pas une intervention de l'ONU, mais une intervention des alliés occidentaux qu'on appelle l'OTAN. C'est pour ça que j'ai mis les deux photographies. Vous avez Nicolas Sarkozy et Obama et François Hollande, donc les deux interventions en Libye et en Syrie. La conséquence pour la Libye, vous le savez, une catastrophe. Bon, le dictateur est mort, ça on ne va pas pleurer, mais surtout le pays va véritablement s'effondrer et vous savez qu'aujourd'hui encore, il est dans une situation plus que chaotique. Quant à la Syrie, vous savez ce qui va se passer également, les Occidentaux ne pourront pas rétablir la paix en Syrie, il faudra l'intervention de la Russie, qui possède d'ailleurs en Syrie son dernier port militaire en Méditerranée. Et donc, du point de vue russe, les Occidentaux se comportent de façon impérialiste en Europe, mais maintenant dans le monde. En 2007, Vladimir Poutine va prononcer un discours qu'on avait complètement oublié à Munich. Et il va dire, lisez ce discours, si vous voulez comprendre ce qui se passe, tout est là. Il explique que les Occidentaux ne se comportent pas bien, que les Occidentaux se comportent comme des néo-impérialistes et que le monde issu de 1991, de la fin de la guerre froide, n'avait pas pour destin de devenir un monde unipolaire. Et Vladimir Poutine va se faire le héros, porte-parole d'un monde multipolaire. Nous sommes en 2007, 2 ans avant, la Chine entrait à l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est vrai que pendant cette période 2005, 2006, 2007, on voit très nettement un front de contestation, un front contre la prédominance occidentale sur le monde. Et donc, vous avez tous ces éléments qui s'imbriquent. Le Kosovo, vous avez l'avancée en Europe, Union européenne, OTAN, vous avez la déstabilisation d'un certain nombre de pays par les Occidentaux entre 2005 et 2015. Et donc, vous avez une sorte de réaction d'une partie du monde, dont la Russie, contre ce nouvel ordre mondial qui semble obéir aux seuls intérêts de l'Occident. Et ce discours de 2007, vous avez tout. La critique de l'Occident, la critique d'une forme d'impérialisme, la critique des interventions militaires, etc., et qui explique qu'il faut revoir les systèmes de coopération. Il faut revoir les systèmes de coopération internationaux qui dysfonctionnent, qui ne permettent plus désormais d'avoir un équilibre mondial qui serait le garant à la fois de la prospérité et de la paix dans le monde. Il est certain que l'on va avoir un phénomène de crispation. L'appel de Poutine n'a pas eu d'écho, et au contraire, on l'a vu en Syrie, l'ordre mondial va être de plus en plus perturbé. Et donc, on va avoir un phénomène de crispation à l'Est comme à l'Ouest. C'est ce qui explique, entre autres, la crispation à l'égard de la crispation ukrainienne, l'affaire de Crimée, l'affaire du Donbass, mais également une crispation à l'Ouest, avec notamment la question du pétrole, où notamment les Américains et les Britanniques vont demander aux Allemands de fermer ou de ne pas achever ce fameux oléoduc qui devait approvisionner essentiellement l'Allemagne en pétrole russe. Et donc, ce phénomène de crispation sur fond de tension, de guerre larvée, d'humiliation réciproque, de conflits sur certains terrains, etc., eh bien, on aboutit tout naturellement à la guerre, a été déclenchée il y a quelques semaines. Mais j'insiste quand même que si l'armée russe entre
contre le droit international en Ukraine. En réalité, cette guerre a commencé en 2014. Les buts de guerre sont de 3 ordres. D'une part, la neutralité de l'Ukraine. Alors, la neutralité de l'Ukraine, c'est quoi? C'est que l'Ukraine ne doit pas être membre de l'OTAN et ne doit pas être membre de l'Union européenne. Deuxièmement, la reconnaissance de l'indépendance des 2 républiques de l'Est, Donbass, Lugansk et Donetsk, et la reconnaissance de l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie. Troisième élément, et là c'est un peu plus compliqué, Poutine parle de dénazification de l'Ukraine. Alors qu'est-ce que c'est que la dénazification? Il faut comprendre derrière les mots, évidemment. Il y a 2 choses, me semble-t-il. Il y a une vengeance. Il y a une vengeance, c'est l'affaire d'Odessa dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il veut retrouver les coupables de ceux qui ont massacré les gens dans notamment la maison des syndicats à Odessa, puisque plusieurs dizaines de personnes ont été brûlées vives. Il veut retrouver des milices, ces fameuses milices ukrainiennes dont on parle un petit peu aujourd'hui, les fameuses milices Azov, qui se revendiquent d'un nationalisme un peu exacerbé. Donc il y a une vengeance. Et l'autre élément, dénazification, c'est le discrédit à l'égard du pouvoir de Kiev actuellement, de M. Zelensky, et il veut à l'évidence que le gouvernement actuel parte et d'avoir un gouvernement plus favorable, évidemment, aux intérêts de la Russie. Donc il y a trois éléments politiques, un élément politique, je dirais, international, neutralisation, un élément de politique russe, proprement dit, la reconnaissance des républiques séparatistes, et un élément de politique de voisinage avec un changement de régime à Kiev. La réponse des Occidentaux, elle est classique, mais je vais tout de suite mettre un bémol. Les sanctions. On ne fait pas la guerre, on n'en a pas les moyens. Pourquoi? Parce que la Russie, membre du Conseil de sécurité, 1. 2. La Russie est une puissance nucléaire de première importance. 2. 3. La Russie, elle n'a peut-être pas d'alliés, mais elle a le soutien d'une grande partie de la communauté internationale. On ne le dit pas suffisamment assez, à mon avis, dans la presse. Il est certain que le rapprochement avec la Chine est essentiel. L'Inde ou le Brésil ont refusé de condamner la Russie. La plupart des pays d'Afrique également. Beaucoup de pays arabes également se sont abstenus. Donc, il y a quelque chose quand même d'intéressant, c'est que le discours de 2007 de Poutine sur la nécessité de revenir à un monde multipolaire a eu un écho et beaucoup de pays considèrent désormais la Russie comme finalement un rempart contre l'Occident. À l'évidence, les derniers votes de l'ONU sont tout à fait éclairants à ce sujet. Donc, l'Occident ne peut pas déclarer la guerre à la Russie comme cela. C'est je dirais, un adversaire beaucoup trop important, beaucoup trop dangereux. Conséquence, on choisit les sanctions économiques. Mais ce n'est pas les sanctions économiques de 2014. Là, je dirais qu'il y a une forme que je n'explique pas. Je n'ai pas les éléments pour vous l'expliquer. On a certainement des sanctions qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais été aussi fortes dans un conflit. Le ministre des Finances français, Bruno Le Maire, a parlé de guerre totale. Et effectivement, la guerre économique que l'Occident mène aujourd'hui à l'encontre de la Russie est une guerre totale, avec la possibilité véritablement d'asphyxier économiquement la Russie. Certes, la Russie a des moyens, certes, la Russie a des capacités de résistance, mais les mesures prises aujourd'hui contre la Russie n'ont jamais été atteintes dans l'histoire des relations diplomatiques. Donc là, nous avons un phénomène de surchauffe en matière de tension internationale. Sur le terrain, aujourd'hui, évidemment, personne ne sait vraiment, d'abord, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais il est certain que l'armée russe ne pourra pas envahir l'Ukraine. Il y a un risque fort de transformer l'Ukraine en gigantesque zone de guerre de moyenne intensité, c'est-à-dire d'une sorte de guérilla, avec des éléments inquiétants. C'est-à-dire la disparition de l'armée ukrainienne au profit de petits groupes armés, de milices, de corps francs, qui ainsi risquent tout simplement de maintenir véritablement un état de guerre civile permanente, de guérilla, comme on a connu en Afghanistan
comme on a tenu en Tchétchénie. Ce qui signifierait que cette guerre, pour les populations civiles en particulier, risque de prendre un tournant véritablement catastrophique. Autre élément inquiétant, c'est l'arrivée de volontaires, l'arrivée de gens qui viennent secourir les Ukrainiens. Alors, évidemment, il y a un élément de solidarité que l'on peut imaginer sur le modèle espagnol des brigades internationales, mais il est évident que là encore, face à la disproportion entre deux armées classiques, cet élément risque de jouer en faveur d'une guerre qui soit plus une guerre, encore une fois, type guérilla, plutôt qu'une guerre classique. Autre élément, l'armement. Les Occidentaux ont décidé de livrer des armes, sinon de livrer des armes matériellement, comme c'est le cas de la Tchéquie, comme c'est le cas de la Pologne, mais également de financer l'achat d'armes par le gouvernement de Kiev. Le problème, alors là, aujourd'hui, par exemple, le gouvernement des États-Unis achète pour 200 millions de dollars d'armes en faveur des Ukrainiens. Alors, on voit l'intention, bien sûr, cet élément de solidarité, tout en refusant de participer directement au conflit militaire. Donc, ce qui met, l'Occident en situation de guerre. Là, aujourd'hui, on peut considérer que l'Occident est en guerre contre la Russie, même si ce n'est pas une guerre militaire, ça reste une guerre. L'autre élément, c'est que cette aide risque de faire durer extrêmement longtemps un conflit qui risque de se transformer en conflit de basse intensité, mais extrêmement meurtrier. Et surtout, ces armes, comme en Yougoslavie, eh bien, ces armes risquent pas de rester dans les mains d'une armée professionnelle. Ces armes vont partir dans des mains différentes et on risque de les retrouver sur d'autres terrains de conflit, que ce soit en Europe ou au Proche-Orient, ce qui s'est passé notamment juste après la guerre de Yougoslavie. Donc, là, aujourd'hui, il y a un scénario militaire qui semble extrêmement noir, d'abord pour les Ukrainiens eux-mêmes, parce que l'armée russe, malgré son apparente lenteur, a plus de moyens pour envahir le pays, et d'autre part, l'engagement des Occidentaux atteint aujourd'hui un tel niveau qu'il est vraisemblable qu'il y ait des conséquences militaires, économiques sur l'avenir de la paix sur le continent et de la planète. Quelles peuvent être, et je termine là-dessus, quelles peuvent être finalement les grandes conséquences de ce conflit? Car on peut l'espérer, c'est que cette guerre s'arrête. Moi, personnellement, j'espère qu'elle s'arrête vite. Comment sortir de la guerre? Il y a la voie diplomatique. La voie diplomatique, c'est d'abord les discussions qui existent entre Ukrainiens et Russes depuis maintenant 15 jours. Car on n'en parle pas suffisamment, mais il y a de façon très régulière des discussions à très haut niveau entre le gouvernement ukrainien et le gouvernement russe. C'est extrêmement important que les deux gouvernements se parlent. La grande inquiétude, c'est la question économique. C'est la grande inquiétude parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui a d'énormes ressources. L'Ukraine aussi. L'Ukraine aussi, c'est un pays d'ailleurs par lequel passe le pétrole, et c'est un pays qui est un grand fournisseur de blé. Et on en voit tout de suite déjà les conséquences, une inflation considérable, sachant que, en plus, cette guerre vient s'ajouter à 2 ans de crise sanitaire, la crise du coronavirus. Et donc, on voit tous les indicateurs aujourd'hui en train de s'affoler parce que les éléments issus de la crise du virus que l'on espérait pouvoir conjurer, aujourd'hui, évidemment, eh bien, ces éléments repartent vers le rouge, c'est-à-dire vers une situation que là encore, dont on ne connaît pas les suites, ou qu'on ne peut pas prévoir la bonne fin. C'est le cas de l'inflation. C'est le cas de l'inflation. J'ai mis le chiffre de ce matin pour les États-Unis. On arrive pratiquement à 8% lissé sur un an. Alors, c'est le virus d'une part, mais on voit bien que là, depuis un mois, véritablement, les prix s'affolent un peu partout dans le monde. Il y a un risque de pénurie en gaz, en pétrole, dans des métaux extrêmement importants comme l'aluminium, dont la Russie est un des premiers producteurs au monde. Et donc, on a là, évidemment, une vraie inquiétude. Autre élément, par exemple, qui a été souligné la semaine dernière, le prix du blé. La Russie et l'Ukraine, c'est 40% du marché mondial du blé. Or là, il n'y a plus rien qui sort. Or, rappelons-nous, les crises, ce qu'on appelait le printemps arabe,
les grandes crises de la Méditerranée sont venues de la hausse du prix du pain, sont venues de la hausse du prix du blé. Et cette semaine, nous avons eu, je mets la petite photo, nous avons eu des manifestations au Maroc contre justement l'augmentation considérable du blé, considérable du pain, qui constitue une des nourritures, enfin, constitue un élément fondamental de la vie quotidienne dans ces pays. Donc il y a un vrai risque que la crise économique finisse par une crise politique de déstabilisation complète du système politique, des systèmes politiques nationaux ou même du système politique international. Vous dire, c'est que c'est un conflit extrêmement grave, il peut avoir des conséquences dramatiques pour notre sécurité économique, sécurité politique, sécurité tout court. C'est un conflit qui ne naît pas d'une psychologie dérangée de quelques gouvernants, ça ne fonctionne jamais comme ça. Ce n'est pas non plus une guerre qui est née dans le fin fond des temps anciens du Moyen-Âge. Non, ce n'est pas le cas. C'est une guerre qui est née récemment d'un ordre mondial déstabilisé, un ordre mondial qui s'est déstabilisé, qui n'a pas su finalement, je crois que c'est ça la grande leçon aujourd'hui de cette guerre, on n'a pas su, occidentaux, russes, chinois, je sais pas, le monde entier, n'a pas su créer un ordre mondial fondé sur la prospérité et la compréhension entre les peuples après 1991. On a échoué. On a échoué peut-être par soit excès d'optimisme, peut-être aussi par égoïsme. On a échoué à créer cet ordre mondial aussi peut-être tout simplement parce qu'on ne sait pas, et ça fait partie de l'histoire, on ne sait pas prévoir l'avenir. Excès de confiance. Espérons simplement que la voie de la diplomatie, c'est mon souhait, la voie de la diplomatie reprenne le dessus sur la voie militaire.